En l'absence de solution de l'État pour héberger les familles en situation d'urgence, la ville envisage de réquisitionner des logements vacants de certains propriétaires. À la Saône, un Isérois met en vente une partie de ce qui constitue sans doute le plus gros stock de véhicules de ce genre au monde. Il collectionne des engins de la Seconde Guerre mondiale depuis plus de 50 ans. À l'occasion du centenaire de l'exposition internationale de la houille blanche et du tourisme de Grenoble, l'invité du JT est Roland Vidil, président d'Hydro 21, l'association de promotion de l'hydroélectricité dans les Alpes. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce JT du mardi 20 mai 2025, du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. La ville de Grenoble se dit prête à réquisitionner des logements inoccupés. Après un début de conseil municipal agité, on va y revenir dans un instant, la municipalité a aussi souhaité revenir sur la question de l'hébergement d'urgence. Interpellée notamment par Droit au logement sur la question du devenir des familles qui ont pour l'instant l'autorisation de camper dans des écoles de la commune, mais qui craignent les grandes vacances arrivées, le maire a annoncé qu'il avait rappelé ses obligations à l'État, mais que faute de réponse, il se réservait le droit de se substituer à ce pouvoir. Le texte est déjà prêt. Sur la question des réquisitions, clairement, nous nous battons depuis notre élection en 2014 pour que la loi change. Nous pensons que cette situation de l'hébergement, elle est insoutenable, alors qu'à Grenoble, il y a 1750 logements qui sont libres depuis plus de 2 ans. Donc nous avons écrit à Madame la Préfète pour qu'elle utilise de son droit de réquisition, qui est plus important que le nôtre, pour réquisitionner des logements de personnes qui sont multipropriétaires. Il ne s'agit pas de cibler une personne qui aurait un appartement et qui serait essentielle pour sa vie, mais bien de personnes qui sont multipropriétaires pour rompre ce cercle vicieux d'avoir des gens à la rue et des logements vides. Donc nous verrons sa réponse. Si d'aventure elle ne le faisait pas, nous avons écrit au propriétaire. Il peut de lui-même mettre à disposition de la puissance publique ces logements. Je rappelle que c'est contre indemnisation et pour un temps limité. Donc voilà, ce n'est pas une spoliation de la propriété, il faut bien le rappeler. Nous sommes prêts à poser un arrêté et donc voir si la préfète a décidé de nous traduire devant les tribunaux pour cela. Voir si la jurisprudence évolue dans un domaine où nous demandons, et je demande à chaque ministre du Logement, de faire évoluer la loi. Et par ailleurs, la ville a annoncé qu'elle allait porter plainte après les débordements hier matin devant la salle du conseil municipal. Je vous en parlais déjà dans le JT de lundi. Environ 150 manifestants, associations d'habitants, de commerçants et opposants se sont retrouvés sur les marches de l'hôtel de ville avec des banderoles. Une soixantaine d'entre eux ont ensuite forcé les barrières. 2 policiers municipaux auraient été blessés. Selon la mairie, les manifestants sont allés frapper sur les murs, provoquant un retard de 45 minutes sur l'ouverture du conseil. Un morceau de faux plafond se serait même détachés de l'autre côté du bâtiment. Des élus auraient été cibles de menaces et d'insultes à travers la paroi vitrée. La fumée de fumigène se serait aussi infiltrée dans la salle, provoquant des toux. Soutenus par le collectif Touche pas à ma place, les manifestants dénoncent les projets de la ville et de la métro visant à supprimer du stationnement sur l'avenue Jeanne d'Arc et la place de Metz notamment, et la piétonisation de la rue Lazare-Carnot. Jeep, Dodge, GMC, 3 marques iconiques de l'armée américaine qui désignent aussi le nom de la petite entreprise d'une famille iséroise qui collectionne ces véhicules depuis 1948. Pour faire un peu de place, satisfaire les passionnés et célébrer à sa façon les 80 ans de la Libération, Jacques Lacoume a organisé récemment une grande vente aux enchères sur son terrain aux portes de la Drôme. Margot Vacheroux. Depuis 1948, Simon Lascaume collectionne les véhicules de guerre américains. Issus de ce que l'on appelle le surplus militaire, ces Jeep, Dodge ou encore GMC sont stockés sur plus de 8 hectares de champs à la Saône. Aujourd'hui, c'est son fils Jacques qui gère cette affaire. Et pour les commémorations du 8 mai, l'entreprise organise des portes ouvertes. Mais les 80 ans de la Libération ont ici une saveur particulière. Mon père a travaillé 40 ans dans ce métier, moi j'aurais fait 40 ans aussi, ça fait 80 ans à nous deux. Le 7 mai, il aurait eu 100 ans, puisqu'il est né le 7 mai 1925. Et le 12 mai, moi-même, j'en aurais 60. J'ai coutume de dire que mon père a mis 40 ans à remplir le parc. J'ai mis 40 ans à le ranger et maintenant il va falloir encore 40 ans pour finir de revendre ce qu'il y a dedans. Voilà. Jacques vend donc des véhicules militaires comme son père avant lui. Et les acheteurs ont des profils très variés, mais se réunissent autour d'une même passion, comme les membres de l'Amicale des véhicules militaires de Haute-Savoie qui a fait le déplacement pour reconstituer un camp américain plus vrai que nature. On aime bien montrer au public
le matériel qu'ils avaient à l'époque, les véhicules, le mode de vie que les gars ont eu depuis le débarquement de Normandie ou de Provence jusqu'en Allemagne. L'événement du week-end est une vente aux enchères de plus de 200 véhicules. Même si elles sont garées au milieu des ronces et abîmées par la rouille, les voitures attirent un grand nombre de curieux. Et lorsqu'on demande à Jacques s'il n'a jamais rêvé de remettre en état quelques-uns de ses engins, il a une façon bien à lui de répondre. Après, je vais vous faire une petite confidence. Je considère que si vous voulez être barman, il ne faut pas trop aimer le whisky, quoi. Voilà. Ça fait partie de ma façon de considérer les choses parce que j'ai vu parfois des gens qui, sous prétexte de collection, ne vendaient plus et puis finalement leur entreprise finissait plus ou moins par péricliter. Jacques Lascoum aimerait réorganiser des portes ouvertes dans quelques années si toutes les voitures ne sont pas vendues d'ici là. Et pour certains modèles, la vente est encore ouverte en ligne jusqu'au 25 mai. Mais vous l'aurez compris, il faut aimer bricoler. Rutilante, en revanche, la Coupe Magnus que l'équipe championne de France de hockey sur glace est venue présenter devant les élèves de l'école Léon Jouot de Grenoble hier après-midi. Les Brûleurs de Loup étaient représentés par 2 joueurs. Les enfants ont également pu s'essayer avec les champions à une séance de tir au but grâce à la mini patinoire financée par le fonds de dotation des Brûleurs de Loup. Moi, là où je suis très content, c'est qu'on leur en a parlé longtemps en avance. Et en fait, c'est quand ils l'ont vu que c'est devenu réel et ça les a affolés. Okay. Et des petits qui, au départ, ne voulaient pas jouer au hockey avec moi, ils ont passé un quart d'heure dessus. Après, on a fait des tirs tout le midi, c'était incroyable. Moi, j'adore ce genre de moment. On le fait depuis cette année avec Nathan. On est tout le temps à 2. On vient dans les écoles, on présente le hockey. Et puis, comme c'est un sport qui n'est pas non plus extrêmement développé en France, on essaie de le développer au maximum en allant dans les écoles, en donnant envie aux jeunes pour qu'ils viennent s'inscrire et que ça se développe encore plus. Mais il est lourd. Ouais. Le trophée, il est super beau. Des sourires qui font du bien après le fiasco de l'équipe de France en championnat du monde de hockey sur glace. 7 matchs perdus sur 7 rencontres, malgré la présence de plusieurs brûleurs de loup. Ça semble cuit pour les JO de Milan aussi. Et pour être complet, je signale aussi que les brûleurs de loup accueillent un nouveau défenseur. Ils viennent de signer un contrat avec Peter Birkheim, un Norvégien de 25 ans et un beau bébé de 1m93 et 95 kg. Plus belle sera la chute d'eau bien sûr. Le 21 mai 1925 était inaugurée à Grenoble, dans le parc Paul Mistral, l'exposition internationale de la houille blanche et du tourisme. Mercredi, plusieurs événements viendront célébrer cet anniversaire. On va en parler avec vous, Roland Vidil, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président d'Hydro 21, une association qui regroupe des acteurs de l'hydroélectricité dans le sillon alpin. Vous êtes aussi l'ancien directeur de l'école Grenoble INP NC Cube. Vous en connaissez un rayon, j'ose pas dire une turbine, sur la formation. Alors la houille blanche, c'est un terme qui a été inventé par Aristide Bergès à la fin du 19e siècle pour parler de l'énergie produite avec l'eau en comparaison de la houille noire qui était le charbon. Ça, c'était à la fin du 19e siècle. Et en 1925, au moment de l'exposition, c'est l'apogée de la houille blanche. Absolument. Et cet événement donc, de 1925 que nous célébrons cette année, sur lequel je vais revenir, donc, a façonné nos territoires alpins, nos vallées, et en particulier les vallées du Grésivaudan, de l'Oisan et de Beldonne, toute l'activité de Grenoble. Et donc, pour célébrer ce centenaire, on s'est rapproché de 3 communautés de communes qui sont un peu les berceaux de la houille blanche, donc qui sont d'une part le Grésivaudan, d'autre part l'Oisan et d'autre part Grenoble-Alpes Métropole. Voilà, et on a, il y a environ 1 an et demi, donc commencé à travailler avec ces collectivités territoriales pour construire tout un travail d'événements. Et notamment, on voulait travailler avec le grand public, avoir une action sur le grand public, parce que nous, on est plutôt spécialisé dans le partenariat avec les entreprises. Donc le grand public, c'est pour nous une cible qui est assez difficile à atteindre. Et donc, on s'est rapproché des musées. Et on a découvert à cette occasion-là qu'il y avait eu... Il y a beaucoup de musées dans le secteur qui parlent de cette activité.
Voilà, et en premier lieu, donc, il y a la maison Bergès, donc, dans le Grésivaudan, mais il y a effectivement dans toutes ces vallées des musées qui, entre autres, vénèrent un peu la houille blanche, et donc elles se sont toutes mobilisées. Je dirais que c'était vraiment une activité très intense qu'elles ont développée avec nous. Elles étaient intéressées aussi par le fait d'avoir des relations avec les entreprises de l'hydroélectricité. Certaines redécouvraient un peu voilà, le paysage grenoblois avec les entreprises. Et donc, on a fait un travail absolument formidable qui se révèle un peu cette année 2025 avec, grosso modo, on a actuellement environ 130 événements qui se déroulent du mois de février au mois de octobre-novembre. Oui, parce que l'exposition elle-même s'était tenue jusqu'au mois d'octobre, ça durait très longtemps. Oui, absolument, absolument. Mais démarré effectivement le 21 mai, jour qui est aujourd'hui le jour d'anniversaire dont on va reparler. Donc on a à peu près 130 événements. Donc certaines sont des conférences, des publications. On a des événements récréatifs, donc par exemple celui dont on va parler demain, et puis des expositions culturelles nombreuses dans tous les musées. Ben voilà. Justement, on peut peut-être en parler rapidement de ce qui va se passer demain, avant de parler de l'avenir de l'hydroélectricité, parce que c'est ce qui nous intéresse également. Donc demain, il y aura déjà une conférence à l'NC-Cube sur le polygone scientifique. Voilà, alors en fait, sur ces 130 événements, c'était difficile de leur donner un peu une vie unique, etc. Donc on a créé chaque mois un temps fort où on veut focaliser sur un point particulier des avantages de l'hydroélectricité et puis donner aussi les événements qui vont se dérouler pendant le mois. Voilà, donc demain, c'est l'activité autour de formation, recherche et transmission du savoir. Et donc le matin, c'est à Grenoble INP, à l'NC-Cube, donc sur le polygone, où on a des conférences de chercheurs et de formateurs autour de l'hydroélectricité. Et puis l'après-midi, c'est à la mairie de Grenoble, avec la Tour Perret. Et puis, avec un spectacle compté aussi, pour que ce soit un peu ludique, un mercredi après-midi, faire venir les familles. Absolument. Et puis avec la présentation d'un jardin d'enfants dans le parc Paul Mistral, qui est conçu à partir des éléments clés de l'hydroélectricité, conduite forcée, barrage, etc. Tout. Oui, parce que quand la Tour Perret pourra rouvrir, on l'espère, en 2026, après les travaux, il est prévu de concevoir aussi tout un parcours autour de l'hydroélectricité qui mènera aussi, puisqu'il y a également des travaux sur le nouveau jardin d'enfants. Voilà. On attend avec impatience de pouvoir remonter dans cette Tour Perret qui était le symbole de cette exposition. Absolument. Alors, pour parler hydroélectricité, aujourd'hui, on sait évidemment qu'il faut se libérer des énergies fossiles. Quelle part représente l'hydroélectricité en France ? Alors, l'hydroélectricité, ça représente à peu près 15% de la production d'énergie du mix, on va dire, du mix énergétique, du mix électrique français, donc à peu près 15%. Mais ça représente 80 ou 90% des possibilités de stockage d'énergie. Le renouveau de l'hydroélectricité, c'est dans sa capacité à pouvoir d'abord être pilotable, être stockable et être flexible. Et donc ça, c'est les trois qualités essentielles de l'hydroélectricité. Et si je peux détailler un petit peu, en fait, la colonne vertébrale du système électrique français, donc c'est le nucléaire plus des énergies renouvelables. Et dans les énergies renouvelables, il y a les trois, solaire, éolien, hydraulique. Et les deux premières, solaire et éolien, sont des énergies intermittentes. Ça veut dire que c'est des énergies qui sont fatales. Quand il y a du soleil, ça produit. Quand il n'y a pas de soleil, ça ne produit pas. Quand il y a du vent, ça produit. Quand il n'y a pas de vent, ça ne produit pas. Voilà. Mais par contre, le consommateur, qui est à l'autre bout de la chaîne, lui, ce qu'il veut, c'est forcément... Il veut de l'électricité à tout moment, y compris la nuit, quand il n'y a pas de soleil. Voilà. Donc, en fait, la question centrale qui est aujourd'hui posée, c'est comment on conduit le réseau électrique avec une forte proportion d'énergie intermittente, solaire et éolienne. Et cette question-là, elle est fondamentale et elle a donné lieu. Je fais une analogie avec une voiture.
si on a trop d'énergie intermittente, c'est comme si on n'a plus de volant à la voiture. Donc une voiture sans volant, c'est une voiture qui va dans le mur. Un réseau électrique avec beaucoup d'énergie intermittente, c'est un réseau électrique qui disjoncte. Et donc ça a donné lieu à un phénomène qu'on avait prédit et dont on parle depuis une dizaine d'années. C'est le blackout qui s'est passé en Espagne et au Portugal, et donc qu'on est en train d'analyser, sur lequel on va revenir, etc. Tout. Voilà. Et donc c'est ça, l'avenir de l'hydroélectricité, elle est là, elle est dans sa capacité à être pilotable, flexible et stockable, et pour accompagner le développement des autres énergies intermittentes. Voilà. Alors les Alpes, c'est évidemment un terrain de jeu formidable pour l'hydroélectricité, c'est peut-être pas le cas partout en France. Absolument. Absolument, oui. Quand je vous disais qu'il y a à peu près 15% de l'énergie du mix électrique français qui vient de l'hydroélectricité, il y a à peu près une grosse moitié qui est dans les Alpes. Voilà. Il y a aussi dans les Pyrénées, le Massif central, etc. Aristide Bergès venait d'ailleurs des Pyrénées avant d'arriver à rapidement, l'eau, c'est une ressource de plus en plus rare. Il faut la préserver. La notion d'environnement compte aussi. Est-ce que l'idée, c'est pas non plus d'aller construire des barrages n'importe où, n'importe comment, comme ça peut se faire en Chine? Absolument. Je pense pas qu'on aura envie de construire des barrages, si on construit un jour des barrages en France, n'importe où et n'importe comment. L'eau, c'est une ressource qu'il va falloir apprendre à partager avec d'autres utilisations. Voilà. Et je voulais dire que actuellement, il y a un certain nombre de signaux politiques qui montrent que l'hydroélectricité va redevenir une énergie de premier plan, pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, et donc est appelé à un bel avenir. Et donc les femmes et les hommes politiques de notre région sont fortement mobilisés sur cet enjeu-là, et notamment par des discours assez forts au niveau de l'Assemblée nationale ces derniers temps. Merci beaucoup Roland Vidil. Je rappelle que vous êtes le président d'Hydro 21. Si on veut tout savoir sur le centenaire de l'hydroélectricité, c'est facile. Il y a un site internet centenairehydro2025.org et vous retrouverez les horaires de tous les événements, notamment mercredi. Merci encore. Merci à vous. Dans l'agenda également, vers les métamorphoses, le nouveau spectacle du magicien, jongleur et metteur en scène Étienne Saglio qui s'installe pour 3 représentations à la MC de Grenoble. Muni d'abord d'un masque en carton aux couleurs vives, mi-humain, mi-animal. Il expérimente la métamorphose, un spectacle à voir à partir de 8 ans. Pour les petits et les grands, Tartine Reverdy et son équipe se sont installés à la rampe des Chirolles avec une nouvelle représentation mercredi après-midi dans une ambiance de fête foraine. Tartine et ses acolytes musiciens enfilent leur veste rouge et reprennent leur plus grand succès. Un goûter forain sera proposé à l'issue du concert, ouvert à tous, même si vous n'avez pas assisté à la représentation. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net à suivre la météo qui hésite encore entre pluie et éclaircies. Excellente soirée à toutes et tous.